C'est en 1924 que la famille Cotroni arrive au Canada. C'est cette année-là que Nicodemo, le père, et Maria, la mère, émigrent avec leurs 6 enfants. Ils débarquent à Montréal. Les Cotroni, ainsi que la majorité de la vague d'immigration italienne de ces années-là, venaient chercher au Canada une vie meilleure. Parmi les 6 enfants du couple, il y en a 2 qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui. Vincenzo et Francesco Cotroni. Ces 2 individus changeront la face de la mafia italienne au Canada. Nicodemo ainsi que Vincenzo sont aides-menuisiers à temps plein. Mais cela ne dura qu'un temps, car quand Vincenzo fit la rencontre d'Armand Courville, la vie de Vincenzo changea du tout au tout, car ce dernier l'initia à la lutte professionnelle. Un sport dans lequel Vincenzo se démarque rapidement. Sur le ring, il ne donne pas sa place et se taille rapidement une réputation d'excellent lutteur, dans les meilleurs de son époque. Par contre, sa fiche presque parfaite ne l'empêcha pas de se blesser de manière irréversible lors d'un match et ainsi s'acheva sa carrière de lutteur. Privé de sa passion et de la reconnaissance qui venait avec, ayant tout perdu ses espoirs de devenir un jour lutteur professionnel, ayant perdu l'espoir d'avoir une longue carrière dans la lutte, n'ayant plus de revenus, il se tourna rapidement vers les magouilles et le milieu du crime. Il enchaîne les vols, les bagarres. Il se fait arrêter, entre autres, à cause de la possession de fausses monnaies ainsi que de la vente illégale d'alcool. Tout ceci pendant les années de 1930 à 1940. Mais ces petits business finissent par rapporter, à tel point qu'au début des années 40, il s'associe à Armand Courville, son ancien coach et ami, pour faire l'acquisition d'un bar nommé le Café Royal, qui se situait alors dans le quartier du Red Light à Montréal. Les affaires vont bon train, tellement que quelques années plus tard, il achète un autre commerce, un autre bar, le Val d'Or. Les 2 hommes changèrent le nom du commerce pour Au Faisan Doré. Et en quelques mois, ils en firent le bar le plus réputé et le plus connu du Canada, ou presque. Des grands artistes du temps, tels que Charles Aznavour, y performèrent à certains soirs. C'était la place quand on allait à Montréal. Vincenzo Vic Cotroni était alors très respecté dans le milieu. Au tournant des années 50, vers 1954-55, la mafia de New York, la famille Bonanno, décidèrent de prendre le contrôle de la ville de Montréal. Point stratégique, la ville, grâce à son port très bien situé en Amérique, deviendra une plaque tournante dans les années à venir. C'est ainsi que Joseph Bonanno envoya son second, Carmine Galante, pour prendre le contrôle. Et cela se fit sans aucune violence. D'une certaine façon, Carmine Galante fut le premier parrain de Montréal. Étant très actif dans le trafic d'héroïne et autres stupéfiants, il prospéra jusqu'à 1958, date à laquelle il se fit arrêter pour ce même trafic. Le poste de directeur de la mafia à Montréal était donc vacant et ça prenait un Italien pour remplacer Galante. Avec sa réputation qui le précédait, Vic Cotroni était tout désigné pour ce poste et était très bien connu et apprécié de la famille Bonanno, dont Joseph le parrain à New York. C'était donc lui maintenant l'homme de confiance des Bonanno à Montréal. Au même moment, dans une autre province canadienne, en Ontario, un jeune mafiosi du nom de Paolo Violi faisait son entrée. Né à Sinopoli, aussi en Calabre, son père était un mafiosi réputé dans son coin de pays. Étant très proche de la famille Lupino, en Ontario, famille qui dominait cette province canadienne, qui était principalement basée à Toronto et dans les environs. Violi courtisa la fille de Lupino et en fit sa femme. Cette alliance stratégique lui assura une place de choix dans la pègre locale. Il roula sa bosse ainsi plusieurs années, puis déménagea au Québec. Violi, qui n'était pas un enfant de cœur, avait déjà commis un meurtre. Il avait déjà fait de la prison, mais pas beaucoup, étant donné que ce cas a passé comme un cas de légitime défense. Des doutes ont toujours plané sur le fait que c'était un cas de légitime défense, car certaines autres versions font croire que c'était plutôt un contrat et que Violi avait été payé pour assassiner le type en question. Étant travailleur et loyal, il se fit remarquer rapidement par Vic Cotroni et il le prit sous son aile.
Exécutant les ordres sans poser de questions, il devint rapidement le bras droit de Vic Cotroni. Détesté par certains, apprécié par d'autres, Paolo Violi ne faisait vraiment pas l'unanimité. Il ne laissait personne indifférent. Tant que l'ombre de Vic Cotroni planait au-dessus de lui, rien ne pouvait lui arriver. Néanmoins, quelque chose de vraiment tragique se préparait pour la mafia à Montréal. Une commission d'enquête nommée la SECO. SECO était l'acronyme de Commission d'enquête sur le crime organisé. Un orage se profilait au-dessus de la mafia montréalaise. Les beaux jours du clan Calabrais à Montréal étaient maintenant comptés. Comme je l'ai cité précédemment, en haut des commerces que Violi possédait, il y avait des appartements, dont un à louer. La police s'en servit pour infiltrer un agent sous le couvert d'un électricien. C'est donc ce jour-là qu'un certain Bob Wilson se présenta pour louer l'appartement en haut de chez Violi. C'était en fait un agent infiltré, un policier du nom de Robert Ménard. La fausse identité parfaitement créée par les enquêteurs de la Sûreté du Québec ainsi que les prestations d'acteurs dignes d'un Oscar du policier Robert Ménard, tout ça mis ensemble fit en sorte que Violi ne vit que du feu et crut en l'histoire de Bob Wilson. En plus de signer un bail de longue durée à ce policier infiltré, mais au fil du temps, les deux hommes, se côtoyant, finirent par développer une quasi-amitié, preuve que le policier jouait son rôle à la perfection. Cette faille de sécurité dans le QG de Violi permettit aux enquêteurs de truffer ce lieu de micro et ainsi recueillir des centaines d'heures d'enregistrements compromettants sur bande magnétique. Tout cela pour étoffer la commission d'enquête sur le crime organisé qui avait lieu en ce moment même. Violi se fit piéger comme un amateur. Sur ces fameux enregistrements, on l'entendait clairement citer des menaces et parler de complot. Les enregistrements le firent passer comme un homme peu efficace, borné, peu sophistiqué et en retard sur son époque, dans ses techniques et ses agissements. Et par-dessus tout, il tourna en ridicule ses homologues siciliens, une branche de la famille qui était contrôlée par les Calabrais mais qui prenait de plus en plus en importance. La famille Rizzuto, dont nous pourrons peut-être reparler dans un autre épisode tellement ils sont marquants eux aussi. C'est ainsi que la plupart des grands noms du crime organisé furent cités à comparaître. La plupart des hommes d'honneur décidèrent de respecter l'omerta et de garder le silence. Vic Cotroni ainsi que son bras droit, Paolo Violi, furent condamnés à une peine de 12 mois d'incarcération pour refus de coopérer avec la commission. Mais pour ce dernier, le pire était encore à venir. Le fait d'avoir été enregistré et d'avoir compromis toute sa famille ainsi que plusieurs autres criminels était, pour le milieu, impardonnable. Violi le savait, le point de non-retour était franchi. Un premier indice de la fatalité de la situation dans laquelle il se trouvait se produit alors qu'il purgeait ses 12 mois d'incarcération. Un de ses frères, qui était aussi impliqué dans le milieu, fut abattu d'une balle dans la tête dans l'entreprise familiale d'import-export qu'il avait avec ses frères. Après sa peine de prison, il retourna dans la société, sachant ses jours comptés. Ayant vendu son bar quelques mois auparavant, il avait gardé l'habitude d'aller jouer aux cartes avec quelques-uns de ses confrères mafiosi. Il fut donc convié, comme à l'accoutumée, d'une partie de cartes à son ancien bar le 22 janvier 1978. Bien sûr qu'il sentait l'arnaque. Il savait qu'est-ce qui allait se passer. Mais étant un homme d'honneur jusqu'au bout, il décida de se présenter à la dite partie de cartes. Il avait vu juste, car quelque part au courant de la partie, il sentit un calibre 12 à côté derrière sa tête. Un coup de feu plus tard et Violi était de l'histoire ancienne. Dans la plus pure tradition mafieuse, les assassins utilisèrent une lupara, un fusil de calibre 12 qui était utilisé fréquemment dans les règlements de compte mafieux, surtout en Italie. Quelques semaines plus tard, le plus jeune des frères de Violi et le seul encore vivant fut à son tour assassiné. L'enquête qui suivra démontrera que les Siciliens avaient décidé de se défaire des trois frères Violi. La rancœur des Rizzuto, le clan sicilien, et le fait que Paolo Violi avait été enregistré de manière compromettante, leur avait donné une raison de les éliminer tous les trois. C'était un passage obligé dans leur prise de contrôle, mais ça, on verra ça dans un autre épisode. Il faut savoir que dans la tradition sicilienne, il ne faut pas laisser aucun membre mâle de la famille vivant pour ne pas risquer une vendetta. De là l'extermination systématique de tous les frères Violi. Étant rendu vieux et malade, Vic Cotroni décida de ne pas venger ses acolytes tombés au combat.
Il choisit plutôt de se retirer. La commission sur le crime organisé avait mis en lambeaux l'organisation Cotroni. Et seul Francesco, dit Frank Cotroni, était en mesure de tenir la barre de ce qui restait de cette famille mafieuse. Mais c'était clair, l'âge d'or des Cotroni à Montréal était bel et bien terminé. Frank, qui purgeait une peine aux États-Unis au moment de la commission et qui sortit un peu après, essaya tant bien que mal de recoller les morceaux de cette organisation en pièces. Il s'exécuta avec brio vu les circonstances. Il reforma les rangs de la famille et il recruta des membres dont un en particulier allait causer sa perte quelques années plus tard. Contrairement à son frère Vic qui faisait partie de la vieille garde mafieuse, Francesco, lui, était pour sa part plus tape à l'œil. Le genre de gars qu'on savait quand il était dans une pièce. On le remarquait tout de suite. En effet, la discrétion ne faisait pas partie de ses qualités. Mais sa plus grosse erreur, ce fut de recruter un nouveau chauffeur avec qui il se rapprocha au point de devenir pratiquement un père pour lui. Chauffeur qui, quoique n'étant pas du tout italien, devint son confident. Ce jeune homme, nommé Réal Simard, devint bientôt un membre de la famille. Comme toute famille évoluant dans le milieu de la pègre, les Cotroni avaient une liste de personnes de problèmes à régler. Beaucoup avaient profité du fait que la famille était en mauvaise posture depuis la commission et la mort de Violi. Ça, ajouté à la santé chancelante de Vic, avait fait en sorte que plusieurs associés avaient décidé de changer d'allégeance. Plusieurs ne payaient plus leurs redevances envers le clan. D'autres se servaient carrément dans les recettes des méfaits. Ce qui donna une longue liste de personnes à abattre pour Frank. Il confia donc à son nouveau protégé, Réal Simard, la tâche de régler certains comptes. Réal Simard, l'ancien chauffeur de Frank, devenu confident, allait se révéler être un tueur à gages très efficace. Exactement le genre d'homme que Frank Cotroni avait besoin à ce moment. Prêt à tout pour faire ses preuves et s'intégrer dans l'organisation, il tua sans poser de questions. Aussitôt dit, aussitôt fait, comme on dit. Simard eut droit à une formation de tueur à gages directement du nouveau boss, c'est-à-dire de Frank Cotroni. Il lui montra toutes les ficelles du métier de mafiosi. Le conseil le plus important qu'il lui donna, c'était de toujours tirer une dernière balle dans la tête de ses victimes pour être sûr qu'on ne les revoit jamais et qu'ils ne se relèvent jamais. En suivant à la lettre les recommandations de son patron, Simard abattait les ennemis du clan comme des mouches. Mais une fois, il oublia le précieux conseil de son patron et une de ses victimes survivra. Malgré de blessures graves à la tête, le survivant identifia Réal Simard et en parla à la police sur son lit de mort. Un autre qui ne respectait pas l'omerta. Son témoignage fut suffisant pour que Réal Simard fût arrêté à Montréal. Mis au pied du mur devant les faits, il décida de confesser toute sa carrière criminelle. Il fit alors tomber son patron pour homicide involontaire. Ce dernier eut 8 ans de prison à purger. À sa sortie de prison, le monde n'était plus le même et les Cotroni avaient été oubliés. Il fut quand même réarrêté pour des histoires de trafic de drogue à partir de la Colombie. C'est donc pour une autre affaire de drogue que Frank Cotroni revut la prison. Il purgea une peine assez longue jusqu'à ce que sa santé ainsi que sa vieillesse lui permirent de sortir et de finir ses jours à l'extérieur des murs d'une prison. Mauvais garçon qu'il était, il réussit à se faire reprendre encore une fois pour une histoire d'importation de cocaïne, plus précisément de 180 kilos. Il repurgea encore une peine de quelques mois en 2002. Il décéda le 17 août 2004 d'un cancer du cerveau. Il eut, comme son frère Vic, quelques années plus tôt, la chance de mourir libre. Comme son frère, quelques années plus tôt, il meurt à 73 ans. Oui, parce que j'avais oublié de spécifier les conditions du décès de Vic, son frère plus vieux. Ce fut un des rares parrains ou ex-parrains qui meurt de cause naturelle. Preuve du respect que le milieu lui témoignait malgré sa déchéance des dernières années. Vic Cotroni était décédé le 19 septembre 1984. Ses funérailles furent les plus importantes organisées en Amérique du Nord pour un mafieux. Pas moins de 33 véhicules, juste pour les fleurs, constituaient le cortège
avec le cercueil et les limousines qui contenaient la famille. C'était la dernière fois qu'on rendait un si grand hommage à un mafiosi publiquement. En plus des chefs de la mafia en Italie qui se sont déplacés pour les funérailles, une partie du gratin montréalais se trouvait aussi à la cérémonie. C'était l'histoire de la famille Cotroni. Vic, le mafioso discret et réservé qui avait le respect de tous, parti de rien ou presque, et qui a réussi à mener son organisation au sommet. Paolo Violi, son bras droit, un personnage fort mais qui ne faisait pas l'unanimité et dont les manières lui ont coûté très très cher. Et Frank Cotroni, qui ramassa les restants de l'organisation, qui fit du mieux qu'il pouvait avec, mais malheureusement, ça ne suffira pas. De toute façon, il était temps pour les Siciliens de prendre la place, et c'est ce qu'ils ont fait. De manière brutale et violente, ils ont eu le contrôle. On s'en rappellera comme un clan très puissant qui a pavé la route de la mafia à Montréal. C'est comme ça que la mafia calabraise céda le pas à la mafia sicilienne qui changea complètement le visage du monde interlope québécois. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je suis parti d'une lancée. Je pense que je vais en faire plein d'autres épisodes. Si vous connaissez des sujets que je pourrais aborder, vous pouvez les laisser en commentaire. Si vous avez des conseils à me donner sur ma manière de raconter mes histoires, aussi ça serait très apprécié de les laisser dans l'espace commentaire. Sinon, juste un petit like, ou si vous aimez mon contenu, un abonnement. Vous êtes toujours les bienvenus sur ma chaîne. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était Alexis White. Prenez soin de vous. À la prochaine. Je rends l'antenne.